aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul où je vais donc vous présenter, comme le titre l'indique, mon book haul de Trolls et légendes. Je vous propose donc de commencer tout de suite avec premièrement les acquisitions que j'ai faites aux éditions du Chat Noir. Donc en général au Chat Noir j'ai tendance à acquérir à peu près tout ce qu'il sort puisque c'est une maison que je suis de près et dont j'aime vraiment les sorties. Et j'ai donc commencé par me procurer Tragic Circus par Mathieu Guibé et Cécile Guillot, donc les éditeurs eux-mêmes qui ont écrit leur propre livre dans le monde du cirque. La quatrième de couverture reste assez floue, mais on va rencontrer donc Catalina qui est une diseuse de bonne aventure et qui donc officie dans un cirque quelque peu mystérieux et a priori plus ou moins empreint d'une magie et de tourments. Voilà, je n'en sais pas plus. J'adore une fois encore la couverture comme d'habitude en fait avec les éditions du Chat Noir. Une couverture donc qui est signée Mina M et qui donc est vraiment super jolie. Il faut noter que l'intérieur du livre est soigné. Par exemple, vous avez au début des chapitres des petits dessins. Je crois qu'il y en a plusieurs en fonction des chapitres. Et en bas des pages, vous avez des petites étoiles. Donc c'est un one-shot. Il est court. Il fait 212 pages et donc je pense qu'il va être rapide à lire et je vais pas le laisser traîner très longtemps celui-là. Ensuite, je me suis procuré la nouvelle sortie de Denis Labbé aux éditions du Chat Noir, qui est Omnia, et qui donc est aussi un one-shot, plutôt dans le milieu de la sorcellerie, je crois. Je n'en sais pas beaucoup plus, mis à part qu'on va se trouver dans deux villes différentes, à deux époques différentes. Encore une fois, une couverture totalement somptueuse, qui cette fois-ci est signée Miésis. Et donc, comme je vous l'ai dit, je crois, il s'agit d'un one-shot et qui fait à peu près 410 pages, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis procuré la nouvelle sortie d'Esther Brassac, Octavie d'Urville, le tome 1, et qui donc est le premier tome d'une trilogie, et on va rester, en fait, je l'ai déjà lu, et on reste tout à fait dans ce qu'écrit Esther, puisque c'est le deuxième livre que je lis d'elle, et c'est d'ailleurs le troisième qu'elle publie aux éditions du Chat Noir, j'en ai un de retard, qui est dans ma palle. Et donc ici, encore une fois, une très jolie couverture signée Miésis. Et je dirais, malgré cette couverture en noir et blanc, le genre de lecture qui est tout à fait succulente à sortir au printemps, parce que Esther Brassac a une écriture très particulière, enfin elle a surtout une imagination très particulière, puisqu'elle nous emmène toujours dans des mondes un peu loufoques, mais très crédibles, où tout est bien ficelé, avec une très belle écriture, et surtout il y a énormément d'humour dans tous ces livres, donc c'est frais, c'est hyper original, c'est drôle, et donc c'est le deuxième livre que je lis d'elle, et pour la deuxième fois ça a été vraiment une excellente lecture, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans un nouvel update. Donc on va ici en fait retrouver Octavie qui est une fée fantôme. Donc fée fantôme ne veut pas dire qu'elle est morte, en fait elle a des particularités que je vous laisse découvrir, mais sincèrement c'est assez drôle. Et c'est une petite fée fantôme toute maigrichonne qui n'arrive pas à grossir et qui est hyper complexée. Elle en fait travaille dans un magasin de sorcellerie qui vend des artefacts et autres pour la sorcellerie. Et son patron, qui est aussi son ami, c'est un vampire. Alors il le nomme Métamorphe dans la quatrième de couverture. Donc en fait par Métamorphe je m'attendais pas du tout à cette forme là entre guillemets. Mais en fait c'est hyper rigolo, c'est pareil, je vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment drôle, c'est un personnage qui est très drôle à suivre, tous les personnages sont drôles, et donc en fait Octavie va avoir sa petite vie bouleversée le jour où son patron va disparaître, et elle va donc décider d'enquêter, et pour cela elle va être appuyée par sa meilleure amie qui est aussi une fée fantôme, ainsi que par Clyde qui est le démon et amant du dit vampire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le premier tome d'une trilogie que j'ai vraiment adoré. Enfin, j'ai acquis aux éditions du Chat Noir le dernier roman graphique qui est signé pour le scénario par donc Mathieu Guibé et Nicolas Jamonot pour les illustrations. Alors rien que l'illustration de la couverture vous donne une idée de la splendeur de cet ouvrage. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais comme j'adore la plume de Mathieu, je sais qu'il va me plaire. Et honnêtement, ça fait un moment que je suis le travail de l'auteur parce que en fait je l'ai connu via les éditions du Chat Noir et je suis ce qu'il fait. Et je suis assez admirative aussi de son travail. Il a beaucoup de talent dans un genre complètement différent de ce qu'on peut trouver en fait habituellement.
Nous allons rencontrer notre héroïne qui, je pense, est sur la couverture, ainsi que son frère, et qui sont cosmographes, c'est-à-dire liseurs d'étoiles. Voilà, je n'en sais pas plus, je vais être honnête, je l'ai acheté vraiment pour la qualité des illustrations et aussi la qualité de la plume, puisque je connais la façon d'écrire de Mathieu et que j'adore. Et donc je vais vous montrer quelques planches pour juste vous donner envie et vous montrer un petit peu ce que vous allez trouver à l'intérieur de l'ouvrage. Alors tant qu'on est dans les graphiques, je vais continuer avec une bande dessinée. En fait, je vous fais complètement dans le désordre comme ça vient. Et donc j'ai acheté aussi là-bas Fa Sérieux, le Dragon Planète, le tome 1 par Christophe et Rodolphe Oyas, en espérant que je ne massacre pas trop ni le nom des auteurs ni le nom de la bande dessinée. Et là encore une fois, en fait, j'ai acheté cette bande dessinée parce que le dessin est tout simplement magnifique. En fait, il faut savoir que les auteurs ne travaillent pas sur l'ordinateur mais travaillent sur papier directement. Ça donne vraiment un rendu très particulier et que je trouve magnifique. Je vais vous montrer là aussi quelques planches. Déjà, je vais vous montrer la première parce que ça va vous donner un petit peu une idée de quoi ça parle. Moi, je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. En fait, vous avez une planète qui est sur le dos de ce dragon. Et donc, bien, cette planète, le dragon étant blessé, en fait, la planète se meurt et il va falloir, pour certains des habitants, trouver en fait une solution afin de sauver le dragon planète. Et donc, on part en fait dans une histoire à plusieurs tomes où on retrouve des anges, on retrouve pas mal de choses, mais je vous laisse découvrir par vous-même cette superbe BD. Donc voilà, déjà pour commencer, voilà le premier dessin qui vous montre le Dragon Planète. Et aussi vous allez tomber sur des planches complètement différentes en fonction de l'ambiance rendue et là où vous en êtes. Vous avez donc par exemple ce genre de planches là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais ce sont des planches qui sont dans des couleurs pastel, qui sont hyper lumineuses, qui sont vraiment magnifiques. Certaines fois, vous allez retrouver des choses qui vont être beaucoup plus monochromes. Et donc ça évolue franchement en fonction de l'ambiance qu'on a et aussi des personnages. Vous comprendrez à la lecture. Donc encore une fois, la bande dessinée est beaucoup moins sombre. Peut-être que là on va mieux voir de loin, ouais en fait. Comme vous voyez, au contraire, c'est super lumineux. Et c'est totalement magnifique en tout point. Donc c'est une bande dessinée qui est auto-éditée et donc eh bien les frères Oyas ont un Facebook, ça doit être Dragon Planète je pense. Et puis ils ont aussi un site internet, donc il est tout à fait possible de commander facilement les bandes dessinées et je crois que pour l'instant il y a 4 tomes de sortie ou 3. Et en tout cas, il me semble que la saga va se finir en 2018, mais là, j'ai peut-être mauvais souvenir de ce qu'il m'a dit, parce qu'on a beaucoup parlé, donc voilà, je suis désolée si les informations sont fausses. Ensuite, c'est pas fait exprès, mais on va rester dans le graphique, puisqu'en fait, je me suis rendue au stand des éditions du Héron d'Argent, et je leur ai entre autres acheté la Symphonie des Songes, comme ça, qui est un livre graphique avec un CD, je vais vous expliquer après, qui est tout à fait magnifique et qui est par Vanessa Gallico ou Calico, je ne sais pas, et Sénifine. Et donc c'est un album qui a un concept assez sympathique parce qu'en fait ça va nous conter l'histoire des méchants de la musique classique. Donc en fait vous allez trouver le CD avec les plages musicales qui correspondent aux histoires, vous allez retrouver plusieurs histoires et vous allez aussi retrouver je crois une partie des partitions pour expliquer comment ça se passe. Je vais vous montrer ça en image, ce sera certainement plus clair. Donc en fait ici nous allons rencontrer Luna qui est une petite fille qui fait beaucoup de cauchemars je crois et puis en fait un jour bien les méchants de ces cauchemars vont lui expliquer son histoire et à partir de ce jour là Luna va se rendre compte qu'en fait les méchants ne sont pas si méchants et elle ne fera plus de cauchemars. Donc je commence par vous présenter la petite Luna au travers de ce dessin magnifique. Et donc la petite Luna va se faire conter, je vais vous le lire parce que je vais pas tout retenir. Eh bien, l'histoire de Don Giovanni, le capitaine maudit du vaisseau fantôme, le diable de la tentation de Faust, une ballerine fantomatique et jusqu'à la mort qui donc vont leur raconter ses aventures. Et donc voilà, ici un autre exemple où vous allez donc retrouver en fait les 5 méchants des histoires. C'est écrit assez gros,
C'est le genre de conte que l'on peut facilement raconter aux enfants et je trouve ça super sympa comme introduction à la musique classique. Même moi qui n'y connais rien, ça me passionne complètement. Et donc après, eh bien à la fin, vous avez ce genre de choses là. Donc en fait ici sur cette double page, vous avez l'air, les paroles, donc dans leur texte d'origine avec la traduction en français, ce qui permet tout simplement de comprendre de quoi on parle, parce que par exemple ici, eh bien c'est écrit en italien. Et donc voilà, après sur la double page que je viens de vous montrer, vous allez en fait retrouver un petit peu l'analyse de la musique en elle-même et donc en fait quels moments correspondent à quelle ambiance dans le livre, donc pourquoi est-ce que la musique va monter ou descendre, je pense, avec en fin de compte voilà à quoi ça correspond au niveau de l'histoire. Par exemple, hop, voilà, vous pouvez voir ici au milieu là, elle vous explique que le valet va se moquer, etc., etc. Et donc à côté, elle vous met la partie de la partition qui correspond. En tout cas, voilà, je trouve que c'est complètement passionnant. Je vous montrerai pas la suite, je vous laisse la découvrir. Mais sachez que les contes sont super sympathiques, que les illustrations sont somptueuses. Donc je veux dire, même si vous n'avez pas envie derrière de lire les paroles ou de lire l'analyse des partitions, ce n'est pas grave, à chaque fois ce n'est que 2 pages. Donc vu qu'il est assez épais et qu'il fait une centaine de pages, même si les analyses de la musique ne vous intéressent pas, honnêtement au niveau des illustrations, au niveau des histoires, il y a vraiment de quoi faire. C'est un livre qui est totalement somptueux, de toutes les manières c'est une maison d'édition qui fait un travail formidable et je ne peux que vous inviter à lire ce livre. Moi je vous dis, je l'ai commencé et je l'adore. Ensuite je suis passée aux éditions Underground où j'ai pris plusieurs ouvrages, notamment le format papier du tome 1 de Shaman qui doit être Pilleur d'âme ou de Pilleur d'âme tome 1 Shaman, je ne sais pas exactement, et que j'ai donc commencé à lire en numérique. Là aussi une somptueuse couverture et tout est beau parce que je veux dire le dos est magnifique. Et la 4e de couverture, c'est pareil. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai commencé à le lire en numérique, mais il faut savoir que les éditions Underground font un travail éditorial de cinglé, notamment au niveau visuel. C'est un livre assez étrange, c'est un ovni, en fait je dirais comme tous les écrits des éditions Underground, mais c'est vraiment super sympa, donc ça va être difficile à résumer parce que c'est une histoire assez particulière, mais l'auteur va vous emmener en fait dans le monde des rêves. Donc en fait le monde des rêves c'est un peu plus que ce qu'il peut paraître à la base. C'est un monde qu'il a édifié qui est complexe, qui a différents, on va dire, secteurs où tout est partagé. Il y a un chaman par secteur. Je vous laisse découvrir ce que c'est, mais c'est assez particulier. Il faut savoir que même si l'histoire est hyper complexe, comme à la fin l'auteur redonne en fait une sorte de glossaire et nous donne toutes les explications, on ne se perd pas, ça c'est génial, il a une écriture géniale. On va dire que certaines entités pas bien intentionnés vont essayer de passer par ce monde des rêves afin d'atteindre en fait les humains. Voilà, je peux pas trop vous en dire, mais c'est un petit peu ça le pitch, c'est que on évolue entre notre monde et donc le monde des rêves quand les gens sont endormis, les mondes oniriques, et donc eh bien comme je vous dis, une entité voilà malfaisante, mal intentionnée, va essayer de se servir des rêves pour atteindre les hommes, les âmes humaines. Et donc évidemment, je vous le mets dans le mille, ça n'est pas pour le bien de l'humanité. Donc, comme d'habitude avec Underground, des débuts de chapitres qui sont toujours travaillés avec des petits dessins. Vous avez des sortes de lettres format manuscrit. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup d'originalité dans le fond comme dans la forme. Et si les mondes oniriques vous intéressent, que les livres sur les rêves vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à plonger dans ce livre sans plus tarder. Je me suis procuré de FHFL Consumatum Est, je crois, oui c'est ça. Alors ici je pense, et j'ai bien dit je pense qu'il s'agit d'un one-shot, mais sans certitude aucune. Toujours couverture magnifique, 4e de couve qui est tout aussi bien travaillée. Et donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur que de tenir ces livres en main. En plus ils ont un toucher velouté, c'est super agréable. Des débuts de chapitres travaillés, bref, comme d'habitude, un objet livre qui vaut vraiment le détour. Donc a priori, Consumatum Est veut dire tout est défini pour toujours.
Vous voyez comment je suis super douée en latin, heureusement que c'est traduit. Derrière cette citation se cache une réalité. Un généticien à qui tout réussit voit ses certitudes bouleversées en un instant. Trahi puis pourchassé, il devra comprendre avec ses compagnons d'infortune l'immense sort réservé à l'humanité, responsable de la 6e extinction de masse. À travers les âges et des lieux de la géographie sacrée comme l'Égypte antique, les temples incas et le berceau africain, ils s'embarqueront pour une épopée scientifico-ésotérique où la logique n'est plus celle des hommes mais celle des Anunnaki. Depuis des millénaires, l'évolution de notre espèce est un mystère, voire une aberration. Seriez-vous prêt à accepter une nouvelle théorie du chaînon manquant, à bousculer vos concepts sur la nature elle-même? Voilà, j'ai préféré vous lire la 4e de couverture parce que c'est pareil, sincèrement, un résumé c'est pas facile. Encore une fois, les éditions Underground aiment bien vous sortir des livres qui sortent de l'ordinaire et du coup ça les rend pas toujours faciles à résumer, mais en général, moi j'aime beaucoup cette originalité, je trouve ça vraiment super sympa de pouvoir changer un peu et sortir des sentiers battus. Ensuite, comme ils l'avaient fait il y a quelques temps, ils ont réédité du Céline Guillaume dans des éditions qui sont totalement magnifiques. Donc en fait voilà, vous avez ici Le Ballet des âmes. Je pense qu'il était déjà sorti auparavant dans une autre maison d'édition, mais donc voilà, vous l'avez ici avec une très très belle couverture. Donc c'est un relié, hein, la couverture est dure. Et évidemment, le tout est totalement magnifique. Tous les bas de page sont comme cela. Les fins de chapitre, vous avez des sortes de dessins comme vous retrouvez ici. Et les débuts de chapitre ressemblent ni plus ni moins qu'à ça. Donc autant vous dire que c'est complètement somptueux. Avec encore une fois, donc ici vous avez vraiment du doré qui est en relief. La couverture elle aussi est veloutée, là, soft touch ou je sais pas quoi. À l'intérieur, rien que la page de garde elle est splendide. Vu que chaque petit détail est travaillé, hop, vous avez le petit signet à l'intérieur. Donc ici, nous allons nous retrouver en 1210. Je vous le mets dans le 1000, c'est quand même une époque un petit peu privilégiée pour l'auteur Céline Guillaume. Et donc on va se retrouver dans un village breton. Donc eh bien c'est par chez moi, donc c'est encore plus sympa avec la jeune Enora qui est élevée, donc ils disent par une marâtre dure et violente, jusqu'à ce qu'un jour elle rencontre une dryade qui va lui faire comprendre que sa destinée est autre que d'avoir une vie de malheur et de misère, sauf qu'on n'en sait pas plus et on ne sait pas où cela va mener la jeune Enora. En tout cas, encore une fois, je vous le dis, il est magnifique et donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Il est exactement du même format, du même gabarit que le premier qu'ils avaient sorti de Céline Guillaume qui était jusqu'à la fin des temps. Honnêtement, ça fait une superbe collection puisqu'ils ont sorti aussi le 3e de Céline Guillaume, enfin un 3e livre. Donc le premier est rouge, celui-là est vert, celui-là est bleu, tout à fait bleu et argent, donc dans le même style, sauf que celui-là il est encore sous plastique. Et je vais être honnête, j'hésite à vous le défaire pour... Allez, je vous le défais, pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Donc voilà, on retrouve le même genre de travail complètement hallucinant. Donc toujours le toucher velouté, toujours les petits dessins partout à l'intérieur. Donc là vous avez les fins et les débuts de chapitres. Vous retrouvez des petits dessins en fait à tous les bas de page. Ça change en fonction des parties je pense. Changement de police d'écriture quand il faut pour avoir quelque chose d'un peu plus original. Et encore une fois, vous avez le petit signet donc qui cette fois-ci est argenté puisque à l'extérieur le titre etc c'est en argenté. Donc bref voilà, je crois que vous l'aurez compris, ce sont des livres qui sont totalement magnifiques, ce sont des objets livres somptueux, c'est une maison d'édition géniale, ce sont des gens adorables, je ne peux que vous conseiller leurs romans. En plus Céline Guillaume écrit très souvent dans l'époque du Moyen-Âge et très souvent des récits fantastiques, donc c'est toujours assez sympa. Donc ici on va un petit peu changer puisqu'on va rencontrer Romane qui est une archéologue et qui travaille sur un site en Égypte. Elle va pourtant être rappelée en France et donc elle va retrouver une personne dont la mort va rôder autour d'elle et la mort semble lui absorber un petit peu son énergie chaque nuit. Et en fait, Romane va se rendre compte que en dehors de ça, l'une des filles de cette personne est totalement radieuse et Romane va se sentir peu à peu charmée par cette jeune femme et alors qu'elle ne sait absolument pas pour quelle raison.
Et donc voilà, Romane elle ne sait pas trop pourquoi elle est là et surtout elle ne sait pas trop ce qui se trame, quels sont tous ces événements étranges, quel est son rôle dans tout ça. Je pense que ça va être très sympa, encore avec une belle touche de fantastique et j'ai hâte de découvrir aussi ce roman. Sinon c'était un petit peu mon salon spécial Denis Labbé entre guillemets puisque je suis revenue avec pas moins de 3 livres de lui. Donc le premier c'était Omnia, je vous l'ai montré, le deuxième c'est Errance qui est paru aux éditions Lune Écarlate et donc en fait qui est un récit de zombies qui fait suite en fait à sa trilogie Les Errants qui est paru aux éditions du Chat Noir. On va retrouver au moins l'un des personnages de cette série. Je pense qu'il peut se lire indépendamment en fait des autres. Si je ne me trompe pas, c'est pareil, c'est un livre qui a été écrit par épisode au début, un petit peu comme une série télé entre guillemets, donc je pense que ça va apporter beaucoup d'action parce que en général quand vous faites par épisode vous êtes obligé d'apporter de l'action à chaque justement épisode. Donc je pense qu'on va pas s'ennuyer de toutes les manières. Les Errants est un récit de zombies young adulte mais très dynamique. Celui-là je ne sais pas s'il est young adulte ou adulte, ça je pourrais vous en dire plus après lecture. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous faire un pitch plus poussé puisque en fait c'est un roman un petit peu survivaliste dans un monde zombie mais qui est très bien écrit avec des personnages hyper crédibles. Voilà, moi je vous dis j'avais adoré Les Errants donc je sais que je vais adorer celui-là. On retrouve Louis pour ceux qui ont déjà lu Les Errants. Voilà, c'est ce que je vous disais, le livre est divisé par épisode. Hop. Et comme à son habitude, en fait, à chaque début d'épisode chapitre, eh bien, vous avez des paroles. En général, ce sont des extraits de musique hard rock et metal, surtout. Beaucoup de groupes que je connais et que j'adore, donc c'est le petit plus qui fait toujours plaisir et qui va bien. Mais même si vous n'écoutez pas ce genre de musique, c'est toujours sympa à lire. Je veux dire, vous n'avez pas la musique qui vous casse les oreilles, si vous n'aimez pas ça, il n'y a que le texte, donc c'est assez sympa. Donc, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vous présente le 3e roman que j'ai acquis de Denis Labbé et qui s'appelle Projet Cornelia, le tome 1, Affliction, et qui donc lui est paru chez Sema Éditions avec une couverture de folie signée Florine Rétoré, je pense que vous la connaissez. Voilà, donc, hop. Sincèrement, très très beau livre. Là aussi, en fait, nous retrouvons le monde des errants paru aux éditions du Chat Noir, puisque nous allons suivre en fait les personnages de Cornelia et Jean-Michel que l'on rencontre dans Les Errants. Je sais plus, quelques temps en fait après la fin, ça fait suite aux errants en fait. Je vous en dis pas plus, vous retrouvez donc Cornelia et Jean-Michel qui vont essayer de retrouver leurs proches et donc on va suivre toutes leurs aventures. Je crois que c'est une trilogie, je crois. En tout cas ça va être super sympa. Il faut savoir que Cornelia, moi c'était donc c'est elle. C'était mon personnage préféré dans Les Errants, elle est assez géniale, c'était un peu la gothique du groupe qui avait réussi à se trouver un katana en route, c'est pour ça qu'elle le porte dans le dos. Et le personnage de Jean-Michel qui est complètement frappadingue. Au niveau du pitch, hein, c'est assez vite fait puisque nous sommes dans un monde envahi par les zombies, en tout cas dans une France envahie par les zombies. On va retrouver donc Cornelia et Jean-Michel qui partent à la recherche de leurs proches, mais ils sont mineurs, en tout cas dans Les Errants ils sont encore mineurs, donc ils ne savent pas conduire, etc. Ce qui complique un petit peu les choses quand vous devez vous déplacer. Et donc, outre rechercher leurs proches, ils vont simplement essayer de survivre. Ensuite, toujours à Sema Éditions, je me suis procuré Le Miroir du Damné. Donc ça aussi c'était un livre que je vous avais présenté dans les sorties d'avril qui m'intéressait. Il y en a en fait quelques-uns comme Projet Cornelia et tout, Octavie Durville. Et donc là c'est signé JB Leblanc et Frédéric Livens et donc je crois que c'est une sorte de thriller un peu horreur. On est donc en France où il y a des meurtres apparemment assez affreux dans un petit village qui font ressortir en fait toute la peur et la paranoïa chez les habitants. Et on va donc suivre le lieutenant Courtas du SRPJ de Toulon, pardon, et Martin Fabre, le chef de la police, dans cette enquête pour essayer un petit peu de retrouver l'assassin qui semble peut-être être un tueur en série. Et donc la 4e de couverture nous notifie que cette enquête les confrontera à des croyances révolues sur fond de sorcellerie et un étrange miroir qui semble être le cœur de l'énigme. Mais dans cette cuvette infernale écrasée par la chaleur, les morts se succèdent à un rythme effréné et le temps leur manque. Voilà donc.
Je pense qu'on va avoir un thriller fantastique, je n'en sais pas plus, je vous le dirai quand je l'aurai lu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une belle bricasse, c'est un one-shot qui fait 500 pages, voilà. Hein. Et donc je pense qu'il va être bien sympa à lire. Donc voilà, évidemment, je ne vous cacherai pas que la très grande majorité de ces ouvrages sont dédicacés, tout comme ceux qui suivent, justement parce que j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Oui, quand je vais en salon, en général, je reviens plus que chargée, j'en profite, je regarde pas trop, je suis là pour me faire plaisir. Et en général, c'est vrai que on peut même dire que j'économise pour y aller. Donc. Ensuite, au salon, il y avait aussi Sir Cédric qui était là pour signer son nouveau roman, Le Feu de l'Enfer, et qui donc est paru aux éditions Presse de la Cité. Alors je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, tout simplement parce que Sir Cédric, j'achète ses livres, ce sont des thrillers, souvent des thrillers fantastiques. J'ai donc aussi rencontré à ce salon Sidney Van Wilder qui était là pour signer entre autres le 4e tome des Outrepasseurs Ferenusia. Donc à savoir que on n'est pas obligé de lire ce 4e tome, on peut s'arrêter avant. Mais comme moi j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai vraiment adoré, que je suis complètement accro à l'univers, à la plume, aux personnages, etc. Je me suis pris ce 4e tome sans hésitation, sans me poser de questions. Même s'il me reste le 3 à lire, je sais que je lirai celui-ci. Encore une fois, la couverture est totalement somptueuse, toujours dans le même style, avec une couverture à rabat. Alors ici on a carrément une double illustration. Pareil, les débuts de chapitres qui sont toujours un petit peu travaillés. Donc je ne vais pas vous parler des Outrepasseurs, je pense que c'est assez connu maintenant. Et sinon je vous invite un petit peu à vous pencher en fait sur l'histoire du tome 1 plus simplement. Donc le salon de Trolls et Légendes, ça a aussi été l'occasion de rencontrer Fiona McIntosh, qui est donc une auteure anglophone, en tout cas qui vit en Australie, qui est très connue pour ses romans de fantasy et notamment sa série Le Don, qui est une trilogie si je ne m'abuse. Et donc j'ai acheté le premier tome, Le Dernier Souffle, dans la réédition de chez Bragelonne. Cette très jolie réédition avec les couvertures en cuir, où en fait ça c'est incrusté entre guillemets, c'est du relief. Vous avez une page de garde et puis à l'intérieur un papier très fin. Rien de particulier, mais voilà, un papier fin. Et donc ils sont pas hors de prix parce qu'ils sont à 16,90 €. Donc on va rencontrer Will, qui est le commandant en chef des armées. Si je ne me trompe pas, il est sous les ordres d'un général despotique ou je ne sais quoi. Et un jour il va avoir un geste de bonté envers une sorcière, il me semble, ce qui va faire que je pense que la sorcière va lui offrir un don insoupçonné et un don auquel il ne s'attendait pas. En tout cas, ça va lui attirer les foudres du général. Il va être envoyé pour une mission suicidaire, il va devoir apprendre à utiliser son don. J'en sais pas plus, je ne sais pas quel est ce don, je sais juste qu'il doit apprendre à maîtriser le dernier souffle. C'est assez mystérieux, mais bon, je pense que dans les récits de fantasy, des fois, il n'y a vraiment pas besoin d'en savoir plus. C'est largement suffisant, donc voilà. Si je ne me trompe pas, la trilogie, et d'ailleurs j'en suis sûre, les 3 tomes sont parus dans cette version avec les couvertures de cuir. On reste dans la fantasy, mais avec un auteur français cette fois-ci, puisque j'ai enfin, ça y est, acheté du Gabriel Katz avec le premier tome du Puits des Mémoires qui s'appelle La Traque. Donc j'ai pris celui de chez Pocket. Le Puits des Mémoires, je pense que tout le monde en a entendu parler. Moi je sais juste qu'on va rencontrer 3 personnes qui se réveillent, donc c'est un monde de fantasy. 3 personnes qui vont se réveiller et qui n'ont strictement aucun souvenir de qui ils sont et de ce qu'ils font là. Et je n'en sais pas plus, je sais juste que le Puits des Mémoires comporte 3 tomes. Qu'après on retrouve la maîtresse de guerre, donc tout ça c'est paru chez Scrineo à la base. La maîtresse de guerre dans le même univers mais en young adulte. Et enfin il a écrit Aeternia qui est en 2 tomes et toujours dans le même univers. Donc ces 3 séries en fait sont indépendantes les unes des autres. Voilà, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, mais comme il a des chroniques dithyrambiques, que l'auteur est super sympa et que tout le monde dit que c'est génial, eh bien je l'ai acheté et puis je pense que je vais le lire sans tarder. Ensuite j'ai été voir Georgia Caldera pour lui acheter la suite des Larmes Rouges. Donc moi ici c'est la nouvelle édition de chez J'ai lu, avec une couverture qui suit un petit peu celle qu'on avait quand ils ont fait les premières tomaisons qu'ils ont découpées, que moi j'avais acheté en fait, le tome 1.1 et 1.2. J'aimais bien parce que du coup ça faisait un petit peu moins bricasse. Ce deuxième tome il fait quand même 650 pages.
Et c'est vrai que le premier je l'avais en tomaison, j'aimais bien, malheureusement ils ont pas continué parce que apparemment ça n'a pas eu trop de succès. Et donc là où je suis un petit peu dégoûtée, c'est que en fait, bon bah la couverture ça suit à peu près, mais alors la tranche pas du tout. La quatrième pas du tout, et le format pas du tout, il est moins haut et moins large parce que le premier là c'était un dark light un petit peu plus large, pas un semi-format mais c'est un format spécial. Bref, il va pas du tout aller dans la bibliothèque avec les autres, donc voilà, je suis un peu deg, mais c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier tome où on rencontre Cornelia. Je crois qu'elle est suicidaire. Alors ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je sais que je m'étais enregistré un résumé, mais heureusement que je l'ai. Parce que je me souviens plus exactement des tenants et des aboutissants. Simplement que comme Cornelia va pas bien, son père va déménager à la campagne pour qu'elle se sente mieux. Et là donc elle va rencontrer Henry. Et en fait Henry est un vampire. Et donc on va suivre la nouvelle vie et les aventures de Cornelia. Moi j'avais adoré. Sincèrement c'est pas bourré d'action pure, mais il y a vraiment une atmosphère et une ambiance très particulière, et franchement moi j'avais vraiment apprécié ma lecture. Ensuite j'ai vu Olivier Gay et je lui ai pris La Main de l'Empereur, le tome 1, avec une superbe couverture, évidemment puisqu'elle est signée Magali Villeneuve. Et que de toutes les manières, tout ce que fait Magali ou tout ce que fait Alexandre Dinge, c'est toujours complètement magnifique. Donc je n'ai absolument pas lu Les Épées de Glace, je sais juste qu'ici on va rencontrer le personnage là, je crois qu'il s'appelle Rec, et que c'est le père du personnage principal des Épées de Glace, qui doit être en 2 tomes je crois. Et donc en fait je lui ai demandé si je vais lire l'un ou l'autre, il m'a dit qu'on peut lire l'une ou l'autre série d'abord. Après il m'a dit si tu lis d'abord Les Épées de Glace, tu auras quelques spoils entre guillemets, vu que tu vas rencontrer des personnages ici que tu vas retrouver dans Les Épées de Glace, donc tu sais qu'ils meurent pas entre guillemets, vu que ça se passe avant, donc j'ai préféré le lire pas dans l'ordre d'écriture puisque ça a été écrit après, mais plutôt dans l'ordre chronologique des événements. Je ne sais pas si je suis claire, mais si je ne le suis pas, ben c'est pas grave, vous pouvez me demander des précisions en commentaire, j'essaierai d'être un petit peu plus éclairée en commentaire écrit. Pour rien vous cacher, il est super tard, il est genre minuit là quand je tourne la vidéo, et je veux donc les tourner avant de partir en voyage, donc c'est pour ça qu'il est aussi tard, parce que je suis rentrée tard du boulot, donc excusez ma fatigue. Après si vous voulez savoir de quoi ça parle, eh bien c'est pas à moi de demander puisque je ne sais absolument pas. Je l'ai acheté parce que tout le monde m'a dit que c'était génial. J'en ai lu de très bonnes chroniques, en plus l'auteur est super sympa, ce qui ne gâche rien, donc évidemment je vais lire ce roman de fantasy. Comme vous le voyez j'ai acheté beaucoup de fantasy, mais à Trolls et Légendes il y a aussi beaucoup d'auteurs de fantasy, donc c'est vraiment l'occasion. D'autant plus que je vais faire le challenge, le mois de la fantasy, au mois de mai. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie de replonger un petit peu dans ces récits-là. Enfin, je vais terminer avec Pierre Pével et le 2e et le 3e tome de sa série Les Larmes du Cardinal. Moi j'ai la collection Folio SF, donc on a ici le tome 2, L'Alchimiste des Ombres, et le tome 3, Le Dragon des Arcanes. Donc en fait c'est un roman de cap et d'épée où vous retrouvez quand même une ambiance à la Trois Mousquetaires. Vous êtes dans un monde, on va dire, sous Louis XIII, si je vous dis pas de bêtises, en tout cas le cardinal de Richelieu, et vous avez donc les lames du cardinal, vous retrouvez vraiment toute cette ambiance et toutes les aventures des livres propres de cap et d'épée, sous la plume qui est totalement merveilleuse de Pierre Pével. Et ici vous avez une petite touche de fantastique puisque vous avez des dragons. D'ailleurs vous le voyez un petit peu ici. Sauf que la plupart des dragons ont pris forme humaine et donc ont intégré entre guillemets la civilisation en fait, et comment vous dire sans spoil, conspirent en fait à prendre un petit peu le pouvoir, et donc les lames du cardinal vont lutter contre ça. Voilà. Ici on a un cardinal qui est quand même beaucoup moins méchant que dans les Trois Mousquetaires, il faut quand même le noter. Donc voilà les amis, j'en ai fini pour ce book haul de Trolls et Légendes. Comme vous le voyez, je suis revenue avec pas mal de livres. C'était ma première édition, mais j'ai vraiment adoré ce salon, j'ai fait plein de super rencontres. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée, de très bonnes lectures, je vous dis à bientôt, et je vous demande d'ores et déjà de m'excuser s'il me faut un tout petit peu de temps pour répondre à vos commentaires, que j'espère vous me ferez parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires. Mais je pense qu'à l'heure où vous regarderez la vidéo, je serai en Namibie, donc sud du continent africain. Je vous cacherai pas que le réseau risque d'être très aléatoire, d'autant que voilà, je pars un petit peu
à l'aventure comme ça. Donc il y a des nuits, je risque de dormir à la sauvage. Donc je vous répondrai dès que j'aurai du réseau. Voilà, à plus tout le monde!